regardez bien dans vos placards de cuisine. Il y a de fortes chances que vous y trouviez une petite boîte en fer blanc portant un nom familier. Pendant plus d'un siècle, une forteresse de métal et de béton en Bretagne crachait plus de 60 millions de ces boîtes par an, nourrissant la France à travers 2 guerres mondiales. Des milliers de femmes y ont sacrifié leur jeunesse pour bâtir le dictateur absolu de la conserve. L'usine Sopiquet de Quimper était le cœur battant de toute une région. Et puis, brutalement, le silence absolu. Les immenses autoclaves se sont tus pour toujours. L'Empire a été asphyxié, détruit par une simple ligne sur un bilan comptable. Comment un siècle de labeur humain peut-il simplement s'évaporer du jour au lendemain? Dites-nous dans les commentaires, quelle usine ou quelle marque célèbre vous aimeriez que nous racontions la prochaine fois? Chapitre 1. L'origine de la Terre et les mains de Cornouailles. L'histoire de la grandeur industrielle ne commence presque jamais sous les feux des projecteurs. Elle prend souvent racine dans l'obscurité, dans le silence de la terre et dans la rudesse du travail quotidien. Pour comprendre la chute monumentale d'un empire, il faut d'abord contempler ses fondations. Notre récit ne s'ouvre pas sur l'immensité de l'océan Atlantique, ni sur le scintillement argenté des bancs de poissons. Il commence par l'odeur lourde de la terre humide, par le bruit métallique des récipients en fer blanc et par la détermination silencieuse des femmes de Cornouailles. Nous sommes à l'aube du XXe siècle, dans une France qui se modernise à marche forcée. Une nation qui cherche à maîtriser non seulement l'espace grâce au chemin de fer, mais aussi le temps grâce à l'industrie de la conserve. En 1891, un entrepreneur visionnaire nommé Arsène Sopiquet fonde sa marque à Nantes. Arsène Sopiquet n'est pas un simple marchand. C'est un homme qui comprend que la révolution industrielle ne concerne pas uniquement le charbon et l'acier, mais la survie quotidienne, la nourriture, la capacité de préserver les récoltes de l'été pour les jours sombres de l'hiver. L'invention de Nicolas Appert, la stérilisation par la chaleur, est désormais couplée à la boîte en fer blanc. C'est une révolution silencieuse. Cependant, pour nourrir un pays entier, il faut une main-d'œuvre immense, disciplinée, capable d'une endurance physique que les machines de l'époque ne peuvent pas encore remplacer. 10 ans plus tard, en 1901, cette ambition capitaliste s'étend vers l'ouest et vient frapper aux portes de Quimper. À cette époque, Quimper n'est pas encore la forteresse maritime qu'elle deviendra plus tard. C'est le cœur battant d'une région agricole riche, la Cornouaille. L'usine qui s'élève alors ne traite pas les fruits de la mer, mais les fruits de la terre. Sous la prestigieuse marque Cassegrain, appartenant à l'empire Sopiquet, ce sont des tonnes de légumes qui franchissent les portes des ateliers. Des petits pois, des haricots verts, des carottes. La terre bretonne offre ses richesses et l'usine se charge de les emprisonner dans le métal. C'est ici qu'entrent en scène les véritables héroïnes de notre histoire, les femmes de Cornouailles. Elles viennent des fermes environnantes, des villages de campagne, quittant leurs champs et leur cuisine pour pénétrer dans l'antre de la machine. Ce sont des épouses de paysans, des filles de la terre, habituées à la dureté des éléments. Elles franchissent le seuil de l'usine Sopiquet avec une appréhension mêlée de nécessité. Le travail est éreintant, répétitif, implacable. Dès les premières lueurs de l'aube, elles prennent place le long des longues tables en bois. Leurs mains, déjà rendues rugueuses par les travaux des champs, plongent dans des bassines d'eau glaciale pour laver, trier, écosser et peler les légumes. Il faut s'imaginer le vacarme de ces premiers ateliers. Le sifflement aigu de la vapeur qui s'échappe des autoclaves, le fracas des chariots lourdement chargés glissant sur le sol en ciment, les voix des contremaîtres qui ordonnent de maintenir la cadence. La chaleur près des chaudières est étouffante, tandis que l'eau froide engourdit les doigts des trieuses. C'est un monde de contrastes brutaux. Pourtant, au milieu de cet enfer de bruit et de vapeur, une cadence presque musicale s'installe. Le cliquetis des boîtes vides heurtant les tables, le bruit sourd des légumes tombant dans les récipients, le rythme régulier du sertissage. Ces femmes ne sont pas de simples ouvrières, elles sont les rouages vivants d'une immense horloge nourricière. En tant que narrateur, quand je parcours les archives photographiques de cette époque précise, une observation me frappe toujours profondément. Sur ces images en noir et blanc, on pourrait s'attendre à voir des visages brisés par la fatigue, des regards soumis par le poids du capitalisme incessant. Mais ce n'est pas le cas. Sous leur coiffe traditionnelle impeccablement blanche, ces femmes arborent une dignité farouche, une droiture absolue. Leurs yeux fixent l'objectif avec une fierté indéniable. Elles savent qu'elles gagnent leur indépendance,
sou par sou, heure par heure, dans la chaleur suffocante des ateliers. Elles ne subissent pas la révolution industrielle, elles la portent sur leurs épaules avec une force tranquille que l'histoire officielle a trop souvent oubliée. La production suit le rythme implacable des saisons. Au printemps et en été, l'usine tourne à plein régime avec les récoltes maraîchères. Les montagnes de petits pois semblent ne jamais s'épuiser. Mais que faire lorsque l'automne s'efface et que la terre gèle? Pour rentabiliser les installations et maintenir cette main-d'œuvre précieuse, la direction de Quimper prend une décision pragmatique. Pendant les mois d'hiver, l'usine se tourne timidement vers la côte. On commence à traiter des cargaisons de poissons. C'est une activité secondaire, presque une solution de secours pour éviter le chômage technique. Les femmes de Cornouailles, habituées à la douceur relative des légumes, découvrent alors la rudesse des écailles, l'odeur tenace de la saumure, le froid mordant du poisson d'hiver. Elles apprennent à étêter, à vider, à emboîter avec la même précision redoutable. Personne, à ce moment-là, ne se doute que cette activité hivernale secondaire contient les germes de leur véritable destin. Ce passage régulier des légumes de la terre aux poissons de l'océan forge une main-d'œuvre d'une polyvalence et d'une résilience exceptionnelles. Les mains de ces ouvrières deviennent l'outil le plus perfectionné de toute l'entreprise Sopiquet. Elles acquièrent un savoir-faire tactile, une mémoire musculaire qui se transmettra de mère en fille, de sœur en sœur. L'usine de Quimper n'est plus seulement un bâtiment de briques et d'acier, elle devient un écosystème social. Le salaire de l'usine, bien que modeste, transforme l'économie locale. Il permet d'acheter du pain lors des mauvaises récoltes, il offre une sécurité que la terre seule ne peut plus garantir. L'usine dicte désormais le rythme de la ville, marquant le début et la fin de chaque journée. Et puis, le moment fatidique arrive à la fin de chaque journée de labeur. La grande sirène de l'usine déchire le ciel gris de la Bretagne. C'est un son profond, puissant, qui résonne jusqu'aux collines environnantes. C'est le signal de la délivrance. Les immenses portes de fer s'ouvrent et un flot de femmes épuisées mais dignes se déverse dans les rues pavées de Quimper. Leurs tabliers sont tachés par le jus des légumes et l'huile des machines. Leurs corps sont endoloris par 10 ou 12 heures de station debout. Elles rentrent chez elles pour s'occuper de leurs enfants, de leurs maris, de leur foyer, entamant une seconde journée de travail. Elles marchent dans la nuit naissante, ignorant des bouleversements terribles qui se préparent au-delà des frontières de leur région. Elles croient simplement faire leur devoir, gagner leur vie honnêtement dans la tranquillité de leur province. Elles ne savent pas encore que l'Europe s'apprête à plonger dans les ténèbres. Elles ne savent pas que les boîtes en fer blanc, qu'elles scellent méticuleusement, chaque jour cesseront bientôt d'être de simples produits d'épicerie. Dans quelques années, la sirène de l'usine ne sonnera plus seulement la fin de la journée de travail, elle sonnera le tocsin d'une guerre mondiale. Et ces mêmes mains de Cornouailles, aujourd'hui couvertes de la terre des champs, seront appelées à porter le poids insoutenable de la survie de toute une nation. Le véritable test de leur résistance ne fait que commencer. Chapitre 2. L'arrière-garde en fer blanc. L'été 1914 s'abat sur la France avec la brutalité d'un orage d'acier. Le mois d'août étouffe la Cornouaille sous une chaleur lourde, mais un froid glacial parcourt soudain les rues de Quimper. Le tocsin sonne au clocher des églises. Les affiches de mobilisation générale sont placardées sur les murs de briques de l'usine Sopiquet. En quelques jours, le monde bascule. Les hommes, les contremaîtres, les mécaniciens, les porteurs, tous quittent leur poste pour revêtir l'uniforme bleu horizon. Ils partent vers la Marne, vers Verdun, vers un abîme dont beaucoup ne reviendront jamais. L'usine se retrouve soudainement vidée de sa force masculine, amputée de ceux qui faisaient tourner les machines les plus lourdes. Pourtant, les portes ne peuvent pas se fermer. Au contraire, elles doivent s'ouvrir plus grand que jamais. L'État français, acculé par la guerre industrielle, a un besoin vital et désespéré de rations de survie pour ses troupes. C'est alors que l'arrière-garde se met en place. Les femmes de Cornouailles, celles qui nettoyaient les petits pois et triaient les haricots sous la marque Casse-Grain, doivent combler le vide immense laissé par les hommes. Elles ne sont plus de simples ouvriers agricoles reconvertis. Elles deviennent les soldates de l'industrie alimentaire. Les cadences explosent de manière vertigineuse. La journée de travail ne se mesure plus en heures, mais en objectif absolu de guerre. Il faut produire des centaines de milliers, puis des millions de boîtes de conserve pour nourrir les tranchées. Le fer blanc n'est plus un simple emballage commercial, il devient un bouclier contre la famine, un métal aussi stratégique que le plomb des balles de fusil. La physionomie de l'atelier change radicalement. Les femmes prennent les commandes des autoclaves brûlants.
Elles soulèvent les lourdes caisses de légumes, elles manipulent les treuils et les sertisseuses mécaniques qu'avec une détermination farouche. La sueur coule sur les visages, la fatigue creuse les traits, mais personne ne se plaint. Comment se plaindre de la chaleur étouffante de l'usine quand leurs maris, leurs frères et leurs fils meurent de froid et de peur dans la boue glacée de l'Est? Chaque boîte scellée est une prière silencieuse, un acte de résistance charnelle contre le désespoir de la guerre. Les veuves vêtues de noir dès la première année du conflit continuent de venir travailler le lendemain même de la réception de la lettre fatidique annonçant la mort d'un proche au champ d'honneur. Le deuil ne suspend pas la production. Au contraire, il la nourrit d'une rage sourde, d'une volonté inébranlable de soutenir ceux qui luttent encore. En tant que narrateur plongeant dans les archives photographiques et les correspondances de cette époque sanglante, une observation me saisit toujours avec une force indicible. Les manuels d'histoire nous enseignent traditionnellement les stratégies des grands généraux, les noms des batailles décisives et les déplacements des divisions sur d'immenses cartes d'état-major. Mais la réalité de la survie humaine au combat est infiniment plus triviale et beaucoup plus poignante. Le courage d'un fantassin sous un tir de barrage ne se maintient pas uniquement avec du patriotisme ou des discours exaltés de politiciens. Il se maintient grâce aux calories, grâce à la chaleur d'une maigre ration ouverte au fond d'un cratère boueux. Sans le labeur acharné, anonyme et épuisant de ces femmes bretonnes pliant sous le poids des chariots, l'armée française aurait sombré dans la faim bien avant d'être vaincue par les armes ennemies. Les véritables lignes d'approvisionnement de la nation commençaient précisément ici, dans le fracas métallique de Quimper. La fin de la Première Guerre mondiale n'apporte qu'un répit éphémère. L'usine Sopiquet panse ses blessures, honore ses morts inscrits sur les monuments locaux, mais la grande machinerie ne s'arrête jamais. Les années passent, marquées par une modernisation progressive des équipements. Les légumes de la terre dominent toujours la chaîne de production, tandis que le poisson d'hiver occupe les mois les plus froids pour éviter le chômage. Puis, l'impensable se reproduit avec une cruauté cyclique. Septembre 1939. L'Europe s'embrase à nouveau. Cette fois, le cauchemar prend une dimension terrifiante, car il s'accompagne très vite de l'effondrement, de l'occupation allemande et de la pénurie absolue. L'usine de Quimper doit maintenant fonctionner dans des conditions drastiques et humiliantes. Le métal manque cruellement, le charbon est strictement rationné. Les meilleures récoltes sont réquisitionnées par l'occupant. Les femmes de Quimper, celles qui avaient déjà sacrifié leur éclatante jeunesse lors du premier conflit, voient maintenant leurs propres enfants partir affronter la même folie destructrice. Sous le joug de l'occupation, la production de l'usine devient un enjeu de survie quotidienne pour la population civile affamée et pour les prisonniers de guerre. Chaque gramme de nourriture compte comme de l'or. Les ouvrières font des miracles avec des ressources dérisoires. Les pénuries de fer blanc exigent des trésors d'ingéniosité. Les boîtes deviennent plus fines, plus fragiles, demandant une manipulation encore plus délicate de la part des ouvrières dont les doigts sont gourds de froid. Dans l'air saturé d'humidité de l'usine, les larmes étouffées se mélangent au jus des légumes et à la saumure. Cacher une boîte défectueuse, détourner discrètement une petite ration pour nourrir une famille dans le besoin, c'est risquer gros. C'est risquer la dénonciation, la prison, voire pire. Mais c'est un risque que ces femmes aux mains abîmées prennent sans hésiter, formant un réseau de solidarité invisible au nez et à la barbe des gardes. L'atmosphère dans les ateliers est suffocante, silencieuse, chargée d'une tension permanente. Les pannes de courant sont fréquentes, plongeant les travailleuses dans une pénombre angoissante. L'hiver breton semble plus rude que jamais, mordant la peau à travers les vêtements usés. Pourtant, le bruit régulier des sertisseuses continue de résonner, tel un cœur mécanique refusant de cesser de battre pour la nation. Le véritable point culminant de cette époque tragique ne se trouve pas dans les froides statistiques de production des archives de l'entreprise, mais dans une scène gravée dans la chair et la mémoire collective de la ville. Imaginez une nuit glaciale de décembre, au plus fort de la guerre. La gare de Quimper est balayée par un vent tranchant chargé de violents flocons de neige. L'obscurité est presque totale à cause du couvre-feu. Sur le quai désert, une lourde locomotive à vapeur crache de larges volutes de fumée grise qui se dissipent immédiatement dans le ciel noir. Autour des wagons marchands, une armée d'ombres s'active fébrilement. Ce sont les ouvrières de l'usine, épuisées par une journée de 15 heures sur les chaînes de montage, qui sont venues prêter main forte au chargement nocturne. Devant elles se dressent des montagnes de caisses en bois brut, lourdement estampillées du sceau de la manufacture.
À l'intérieur de ces caisses, des milliers de boîtes de conserve méticuleusement alignées. Des haricots, des petits pois, de la nourriture concentrée, enfermés dans du métal forgé par la sueur intarissable de la cornouaille. Dans le silence rompu seulement par le halètement régulier de la machine à vapeur, ces femmes se passent les lourdes caisses de main en main. C'est une chaîne humaine ininterrompue, un acte de communion désespéré entre l'arrière-garde épuisée et le front meurtri. Chaque caisse hissée péniblement dans le wagon est une promesse de vie jetée à la face de la mort. Le chef de gare donne finalement un bref coup de sifflet. Les immenses portes coulissantes des wagons claquent sèchement. Le train s'ébranle très lentement, dans un crissement métallique assourdissant, emportant avec lui le fruit d'un labeur littéralement inhumain. Les femmes restent figées là, sur le quai balayé par la tempête de neige, leurs châles de laine serrés autour de leurs épaules grelottantes. Elles regardent le sombre convoi disparaître dans l'épaisseur de la nuit, roulant vers un horizon de boue, de sang et de désolation totale. Elles ne pleurent pas. Elles n'en ont plus la force physique ni émotionnelle. Demain matin, avant l'aube, la grande sirène de l'usine hurlera de nouveau son appel impérieux. Il faudra retourner aux cuves d'eau glacée, reprendre le couteau effilé, laver, peler, mettre en boîte sans s'arrêter. Parce que la guerre dévore les hommes à un rythme effréné, et que la seule chose qui sépare l'espoir de l'anéantissement total, ce sont les battements réguliers des machines de Quimper et les mains invaincues des femmes de Bretagne. Chapitre 3. L'héritage de la résilience. L'histoire d'une région ne s'écrit pas seulement avec l'encre des traités ou le sang des batailles, elle s'écrit avec la sueur et le sel. Pour comprendre la véritable âme de la forteresse de Quimper, il faut quitter un instant les champs verdoyants de la Cornouaille et tourner son regard vers l'ouest, vers l'océan Atlantique. À une vingtaine de kilomètres de là, affronte les tempêtes un port légendaire, Douarnenez. C'est ici, sur ces quais battus par les vents, qu'est née une aristocratie ouvrière d'un genre particulier. On les appelait les Pensardins, littéralement les têtes de sardines en langue bretonne. Ces femmes n'étaient pas de simples ouvrières, elles étaient les prêtresses d'un culte océanique impitoyable, des figures emblématiques de la lutte sociale et de la dignité ouvrière depuis leur fameuse grève des années 20. Le métier de la conserve de poissons est d'une brutalité sensorielle que les mots peinent à restituer. Imaginez les hangars glacés sur le port, ouverts au vent d'hiver. Le poisson arrive par tonnes, déversé dans des bacs immenses. L'odeur est omniprésente, un mélange âcre de saumure, d'algues et de sang de poisson qui s'incruste dans la peau, dans les cheveux, dans les fibres même des vêtements. Le travail des Pensardins exige une dextérité fulgurante. Avec de petits ciseaux ou des couteaux aiguisés, elles doivent étêter et vider chaque sardine d'un geste précis, mécanique, infaillible, avant de les ranger à la main dans les petites boîtes métalliques. L'eau froide gèle les articulations, le sel ronge les coupures et les arrête fines comme des aiguilles perçant inlassablement la chair des doigts. C'est un labeur qui consume la jeunesse, mais qui forge un caractère d'acier. Cependant, le monde industriel de l'après-guerre est impitoyable pour les petits artisans du capitalisme. Le long de la côte bretonne, le miracle économique des 30 Glorieuses ne profite pas à tout le monde. Les petites conserveries familiales, ces usines de briques rouges plantées face à la mer, commencent à s'étouffer. Elles manquent cruellement de capitaux pour moderniser leurs lignes de stérilisation. Elles sont incapables de lutter contre les fluctuations des bancs de poissons et ne peuvent résister à la pression des prix imposés par les grands distributeurs naissants. L'une après l'autre, dans un silence tragique, ces petites forteresses maritimes ferment leurs portes. Les cheminées cessent de fumer, les autoclaves refroidissent et des milliers de femmes se retrouvent brusquement sur le pavé, privées de leur unique source de subsistance. La faim ne connaît pas l'attachement géographique. Poussées par la nécessité absolue de nourrir leur famille, ces ouvrières de la mer, ces Pensardins au savoir-faire irremplaçable, entament une migration silencieuse vers l'intérieur des terres. Elles quittent les embruns de Douarnenez, de Concarneau, de Penmar, pour rejoindre la grande ville de Quimper. Là-bas, l'immense usine Sopiquet, solide, robuste, adossée à la puissance de la terre et de la marque Cassegrain, offre un refuge. L'usine de Quimper a besoin de bras pour absorber sa propre croissance et elle accueille ces réfugiés de l'industrie côtière. C'est ainsi que la géographie humaine de l'usine va fondamentalement basculer. En tant que narrateur, lorsque je scrute les témoignages écrits et les correspondances internes de cette époque de transition, une observation me bouleverse toujours. On pourrait s'attendre à une rivalité, à un choc des cultures entre ces deux mondes ouvriers. D'un côté, les femmes de Cornouailles, filles de la terre, habituées à la couleur verte des petits pois et à la douceur relative de la terre agricole.
De l'autre, les filles de la côte, au tempérament rebelle, apportant avec elles l'odeur tenace de l'océan et la dureté du sel. Pourtant, au lieu d'une fracture, c'est une fusion magnifique qui s'opère. L'usine devient le théâtre d'un échange silencieux et profond. Le grand hangar de production se transforme en un formidable creuset où se fondent deux identités bretonnes. Le brassage commence timidement, lors des campagnes d'hiver, lorsque l'usine Sopiquet se tourne historiquement vers le poisson pour combler le vide laissé par la fin des récoltes maraîchères. Les anciennes de Quimper observent avec fascination la vitesse d'exécution vertigineuse des pennes sardins fraîchement embauchés. Elles regardent ses mains abîmées par l'eau de mer manier le couteau avec une grâce meurtrière, traitant des cadences que personne n'avait jamais cru possibles à l'intérieur des terres. À leur tour, les femmes de Douarnenez découvrent la discipline rigoureuse des lignes de légumes, l'organisation millimétrée d'une usine qui ne laisse rien au hasard. Une solidarité muette s'installe. Dans le brouhaha assourdissant des sertisseuses et la vapeur aveuglante des chaudières, on s'entraide pour soulever un panier trop lourd. On partage un morceau de pain pendant les brèves pauses. On échange des mots de réconfort dans ce dialecte breton qui résonne comme une langue secrète face à la direction francophone. C'est un transfert de compétences qui n'est écrit dans aucun manuel d'ingénierie, mais qui vaut de l'or pour l'Empire Sopiquet. Les mains expertes des immigrés de la côte enseignent aux filles de la campagne les gestes précis pour placer délicatement les sardines dans l'huile d'olive sans abîmer leur chair fragile. La culture de la mer s'infiltre dans les murs de briques. L'usine de Quimper n'est plus seulement une usine de légumes qui fait un peu de poisson par obligation hivernale. Elle se charge d'une âme nouvelle, elle hérite du courage, de la fierté et de l'incroyable force de travail des ouvrières maritimes. Sans le savoir, ces femmes sont en train de bâtir les fondations techniques et humaines d'une révolution imminente. Le point culminant de cette époque n'est pas un événement spectaculaire, mais une lente et irrésistible sédimentation. Imaginez ces ateliers immenses où la lumière blafarde des néons éclaire une scène presque mythologique. Sur les mêmes immenses tables en bois, selon les saisons, le rouge des carottes cède désormais la place aux reflets argentés de milliers de poissons. Les champs de travail s'entremêlent, les mélodies terriennes répondant aux complaintes des marins. Les femmes de Quimper apprennent de leurs sœurs de Douarnenez comment supporter le froid glacial des bacs de lavage marin sans trembler. Le sel de l'océan se mélange à la terre de Cornouailles sur le sol en ciment de l'usine. Ce brassage culturel et technique extraordinaire sauve l'usine de la stagnation. Il la dote d'une force de frappe sans équivalent dans toute la région. L'usine Sopiquet de Quimper absorbe la sève de l'industrie côtière moribonde et se prépare, dans l'ombre, à un destin grandiose. Ces femmes, unies par la dureté du labeur, forment désormais une armée invincible, porteuse de toute la mémoire ouvrière de la Bretagne. Elles ne se doutent pas encore que leur direction observe ce miracle de productivité avec une attention avide. Elles ignorent que leur capacité exceptionnelle d'adaptation va bientôt convaincre les dirigeants de tourner définitivement le dos à la terre pour se lancer dans une aventure titanesque. Le décor est planté, les actrices sont prêtes, le silence des anciennes usines côtières va bientôt être remplacé par le fracas triomphal du grand virage de Quimper. Chapitre 4. La naissance du Moulin Vert. L'année 1968 résonne dans la mémoire collective française comme une période de bouleversements sociaux, de barricades dans les rues de Paris et de discours enflammés. Mais très loin du tumulte des pavés parisiens, dans la tranquillité apparente de la Bretagne, une autre forme de révolution est en marche. C'est une révolution de fer, de béton et de décisions stratégiques prises dans le feutré des conseils d'administration. À Quimper, l'Empire Sopiquet s'apprête à tourner la page la plus décisive de sa longue histoire. La direction observe avec une attention glaciale les chiffres de production, les tendances du marché mondial, et surtout, cette main-d'œuvre hybride, incroyablement résiliente, forgée par la fusion des filles de la terre de Cornouailles et des pennes sardins de la côte. La conclusion est sans appel. L'avenir n'est plus dans la terre, il est dans l'océan. Pendant plus de 60 ans, Quimper avait été le fier bastion des légumes sous la marque Casgrain. Les petits pois et les haricots avaient nourri des générations et soutenu le pays durant 2 guerres mondiales. Mais les marges bénéficiaires dictent une autre loi. Le poisson en conserve est devenu un produit de consommation de masse, hautement lucratif. Avec l'effondrement successif des petites conserveries artisanales du littoral, un vide immense s'est créé sur le marché. Un vide que Sopiquet a l'intention absolue de combler. La décision tombe brutale et visionnaire. Quimper va abandonner progressivement les légumes pour devenir le centre névralgique, gigantesque et exclusif de la transformation des produits de la mer.
Pour accomplir ce dessin titanesque, les anciens ateliers de briques ne suffisent plus. Il faut bâtir un temple industriel à la hauteur de cette ambition. C'est ainsi que naît le projet colossal de la nouvelle usine du quartier du Moulin Vert. Lorsque l'usine du Moulin Vert sort finalement de terre en 1968, elle redessine complètement le paysage urbain et mental de la ville. Ce n'est plus un simple lieu de travail, c'est une cathédrale de la modernité industrielle. Le jour de l'ouverture, lorsque les ouvrières franchissent pour la première fois les immenses portes vitrées, le choc est palpable, presque physique. Elles qui étaient habituées aux vieux hangars sombres, aux sols inégaux et à la vapeur étouffante, pénètrent soudain dans un univers de science-fiction. La lumière des néons tombe en cascade sur des surfaces impeccables. L'espace est d'une immensité vertigineuse, conçu pour une rationalisation absolue des mouvements. Les anciennes sertisseuses mécaniques, qui exigeaient une force musculaire constante, ont été remplacées par des lignes de montage automatisées qui s'étirent à perte de vue. Les gigantesques autoclaves, ces fours de stérilisation, ressemblent à des sous-marins d'acier encastrés dans le sol, capables d'avaler des dizaines de milliers de boîtes en une seule fournée. Le bruit lui-même a changé de nature. Ce n'est plus le fracas désordonné des chariots et des voies humaines qui couvrent les machines. C'est un bourdonnement électrique continu, un rythme métronomique implacable qui dicte sa loi à chaque seconde. Devant ces monstres d'acier inoxydable, les femmes de Cornouailles se sentent soudain infiniment petites. En tant que narrateur, quand je parcours les plans architecturaux et les notes de conception de cette usine du Moulin Vert, une observation me glace toujours un peu le sang. Contrairement aux anciens ateliers qui avaient grandi de manière organique, ajoutant une pièce ici, un auvent là, au fil des décennies, cette nouvelle structure est pensée avec une froideur mathématique terrifiante. Elle n'est pas conçue comme un lieu de vie pour les travailleurs, mais strictement comme une machine à digérer l'océan. Les couloirs sont calibrés au centimètre près pour la circulation des chariots élévateurs, reléguant la présence humaine au rang d'accessoire nécessaire mais secondaire. Cette architecture trahit déjà la véritable nature du capitalisme moderne qui s'installe. Une ère où l'efficacité technique commence à primer sur le savoir-faire charnel, préparant, sans que personne ne s'en rende compte, le terrain aux futures délocalisations. Malgré cette froideur, la transition s'opère avec une efficacité redoutable. Les anciennes lignes de légumes sont définitivement démontées. L'odeur familière de la terre humide disparaît pour toujours, remplacée par l'effluve puissant et omniprésent du poisson, de la sauce tomate bouillante et de l'huile végétale. Dans cette métamorphose, les pennes sardins, celles qui avaient fui la misère des ports pour trouver refuge à Quimper, prennent leur revanche sur le destin. Ce sont elles qui connaissent intimement la chair fragile de la sardine, du maquereau et du thon. Elles deviennent les guides, les expertes tacites de ce nouveau monde. Sous la lumière clinique des néons, elles montrent aux filles de la campagne comment suivre le rythme effréné des tapis roulants sans sacrifier la qualité. Comment placer les filets d'un geste sec et précis avant que la machine ne scelle le métal. Quimper devient alors bien plus qu'une simple usine. Elle se transforme en la forteresse ultime, le dernier rempart de l'industrie de la conserve bretonne. Tous les espoirs, tout l'héritage d'un siècle de labeur maritime viennent se concentrer dans l'enceinte du Moulin Vert. Les petits ports ont perdu la bataille financière, mais leur âme survit ici, portée par ces milliers de mains expertes qui travaillent désormais sous l'étendard de Sopiquet. L'usine devient un écosystème tentaculaire, employant non seulement des milliers de femmes sur les lignes, mais aussi des armées de mécaniciens, de chauffeurs de camions, d'employés de bureaux. Elle nourrit des quartiers entiers, elle finance les écoles et les commerces locaux. Elle est le cœur battant d'une région tout entière. Puis vient le moment de la véritable consécration. Le point culminant de cette épopée industrielle se déroule un matin clair, peu après l'inauguration officielle. Les sirènes retentissent, mais cette fois, ce n'est pas pour annoncer un changement d'équipe. C'est le signal du démarrage de la chaîne principale. Les immenses camions frigorifiques ont déversé leur cargaison nocturne. Les moteurs s'éveillent avec un grondement profond qui fait vibrer le sol en béton. La première fournée colossale de poissons frais s'engage sur les convoyeurs étincelants. Les couteaux mécaniques tranchent, les jets d'eau lavent à haute pression, les doseuses injectent l'huile avec une précision chirurgicale. Les femmes, postées le long de la ligne, encadrent cette danse mécanique avec une concentration absolue. Et soudain, au bout de l'immense chaîne de stérilisation, le miracle s'accomplit. Les premières boîtes de conserve, brûlantes, brillantes, parfaitement scellées, dévalent la rampe métallique dans un cliquetis triomphal.
Ce ne sont plus des dizaines, ni des centaines, mais des milliers de boîtes qui s'accumulent chaque minute. Le flot semble inépuisable. La cadence est terrifiante, mais elle est magnifique de puissance. À cet instant précis, sous le vacarme assourdissant des sertisseuses du Moulin Vert, l'Empire Sopiquet vient d'atteindre son apogée absolu. L'âge d'or a commencé, illuminé par les néons blafards, porté par l'incroyable énergie de ces femmes qui croient avoir construit une forteresse indestructible. Elles ne savent pas que les fondations mêmes de cette prospérité portent déjà en elles les germes de leur propre destruction. Chapitre 5. Le battement de l'Empire. Les années 70 et 80 marquent l'apothéose de cette épopée. L'usine du Moulin Vert n'est plus seulement un site de production régional, c'est devenu le cœur palpitant de toute la région de Cornouailles, une métropole de métal et de vapeur érigée au milieu de la ville. Son rythme frénétique dicte littéralement la vie de milliers de familles. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève sur les flèches de la cathédrale Saint-Corentin, une véritable armée de travailleurs converge vers les portes de l'usine. Le battement de l'Empire commence ici, dans ce flux ininterrompu de vélos, de mobylettes et de voitures modestes qui s'engouffrent dans l'enceinte industrielle. À l'intérieur, le spectacle quotidien est d'une intensité saisissante qui frôle la démesure. Les sens sont immédiatement et totalement saturés par l'activité humaine et mécanique. L'odeur est indescriptible, un mélange dense, lourd et permanent d'huile végétale chauffée à blanc, de sauce tomate bouillonnante dans d'immenses cuves, de moutarde piquante et, par-dessus tout, le parfum marin et métallique des dizaines de tonnes de poissons fraîchement débarqués chaque aube. C'est le parfum âcre de la prospérité absolue, l'odeur d'une économie qui tourne à plein régime sans jamais connaître le repos. Le bruit, quant à lui, est une symphonie assourdissante et implacable. Les sertisseuses crachent des milliers de boîtes à la minute avec un claquement sec, métallique et frénétique qui martèle les tympans. Les chariots, élévateurs bipent en reculant dans les larges allées. Les convoyeurs d'acier grincent sous le poids des conserves brûlantes sortant des autoclaves et les voix des contremaîtres se perdent totalement dans ce vacarme titanesque. Pourtant, au cœur de ce chaos mécanique qui effraierait n'importe quel novice, règne une harmonie absolue, une chorégraphie maîtrisée à la perfection. Les femmes de Quimper, dignes héritières des Pensardins, travaillent avec une fluidité fascinante. Leurs mains volent au-dessus des tapis roulants dans un flou de mouvements. Elles alignent les filets, vérifient la qualité de la chair, nettoient les excédents d'huile, ajustent les portions à une vitesse que l'œil humain a du mal à suivre avec précision. Elles ne font plus qu'un avec la machine complexe qui les entoure. Elles sont véritablement le sang chaud qui irrigue cette immense cathédrale de fer. La forteresse du Moulin Vert n'est pas seulement un lieu de labeur épuisant. Elle est devenue, au fil des décennies, une véritable institution sociale, une deuxième maison pour ses employés. On n'y entre pas par hasard ou par simple nécessité économique, on y entre par filiation directe. Il est tout à fait courant de voir 3 générations de femmes travailler simultanément sur la même chaîne de production. La grand-mère, qui a connu les anciens ateliers de briques humides et le froid glacial des hivers d'avant-guerre, travaille avec une endurance redoutable aux côtés de sa fille. Tandis que sa petite-fille vient tout juste d'être embauchée au secteur de l'emballage pour son premier emploi. Travailler chez Sopiquet, c'est une immense fierté locale, un véritable statut social dans la ville. C'est l'assurance d'un salaire régulier, d'une stabilité financière que beaucoup d'autres secteurs envient amèrement. L'usine est partout. Elle finance généreusement les clubs de football locaux, organise de fastueux arbres de Noël pour des centaines d'enfants de la région, subventionne les colonies de vacances d'été. Elle tisse un réseau de solidarité invisible mais indestructible qui enveloppe et protège la ville entière. Les ouvrières s'échangent des recettes traditionnelles durant les pauses, se soutiennent mutuellement lors des drames personnels, célèbrent les mariages et les naissances au rythme trépidant de cadence de production. En tant que narrateur, lorsque je visionne avec attention les films promotionnels tournés par la direction durant cette décennie glorieuse, une observation impose avec une clarté presque douloureuse. Sur ces pellicules aux couleurs saturées, la caméra glisse avec un orgueil non dissimulé sur les kilomètres de lignes de production entièrement automatisées. Le réalisateur s'attarde longuement sur l'éclat fascinant de l'acier inoxydable, sur la propreté clinique des sols en résine et sur la vitesse vertigineuse des sertisseuses de toute dernière génération. Mais cette caméra institutionnelle évite soigneusement, presque scrupuleusement, de s'attarder sur les visages fatigués. Elle ignore délibérément les mains gonflées par l'eau glacée, les poignets bandés pour soulager les tendinites, les épaules voûtées par la répétition stricte du même geste technique des dizaines de milliers de fois par jour.
La direction filme une machine de guerre économique, une abstraction pure de rendement et de profit. Les travailleuses, elles, croient sincèrement construire une forteresse imprenable pour leur communauté et pour la postérité. Elles donnent leur santé, leur jeunesse et leur force vitale à cette usine, intimement convaincues que ce sacrifice quotidien garantira un avenir radieux à leurs enfants. Ce malentendu tragique, cette vision fondamentalement opposée de ce qu'est véritablement cette usine pour l'une et l'autre partie, est la faille sismique invisible qui engloutira tout. Les ouvrières pensent être le cœur battant de la grande famille Sopiquet, alors qu'elles ne sont, pour le capital moderne en pleine mutation, qu'une variable d'ajustement, une ligne de dépenses sur un bilan comptable que l'on cherchera bientôt à effacer par tous les moyens. Mais pour l'heure, les bilans comptables sont incroyablement triomphants. L'appétit de l'usine de Quimper est insatiable. Les capacités de production du moulin vert défient littéralement l'imagination de l'époque. Pour comprendre la véritable ampleur de cet empire industriel, il ne faut pas seulement regarder les murs imposants de l'usine, il faut regarder les statistiques étourdissantes de ces années de gloire. Nous ne parlons plus d'une simple entreprise régionale prospère, nous parlons d'un dictateur absolu du marché national de la conserve. À son apogée, l'usine de Quimper crache plus de 60 millions de boîtes par an. C'est un déluge ininterrompu. Des montagnes entières de thon blanc, des océans d'argent formés par les sardines, des tonnes incalculables de maquereaux marinés. Les immenses camions logistiques quittent le site jour et nuit, formant un balai routier spectaculaire vers toutes les grandes surfaces de France, mais aussi vers l'Allemagne, la Belgique et le reste de l'Europe. Les chiffres sont écrasants. Un foyer français sur 3 possède en permanence une boîte sortie directement des chaînes du moulin vert dans les placards de sa cuisine. La marque domine son secteur sans aucun partage. Elle est devenue assez puissante pour dicter ses prix aux pêcheurs, pour exiger ses formats d'emballage aux fabricants de métal et pour imposer ses recettes à tout le continent européen. Le site de Quimper est devenu incontestablement le joyau brillant de la couronne Sopiquet, la machine la plus rentable, la plus perfectionnée et la plus redoutable de tout le groupe alimentaire. Quand la grande sirène hurle à la fin de la longue journée, elle ne signale plus seulement la fin d'un simple tour de garde ouvrier, elle proclame avec arrogance la suprématie industrielle incontestée de la Bretagne sur le reste du monde de la conserve. Au milieu des années 80, rien ni personne ne semble pouvoir ébranler ce colosse de fer et de béton. Les entrepôts de stockage débordent de marchandises prêtes à être expédiées, les carnets de commandes sont saturés des mois à l'avance, et la ville entière de Quimper respire au rythme puissant, régulier et rassurant de ces machines géantes. C'est l'apothéose parfaite. C'est le moment précis de l'histoire industrielle où une communauté tout entière se croit véritablement invincible face aux tempêtes. Et c'est exactement à ce moment-là, alors que les ouvrières célèbrent des records de production historiques en levant leurs verres, que dans l'ombre silencieuse des bureaux climatisés situés bien loin de la Bretagne, le poison lent et destructeur de la mondialisation commence secrètement à s'infiltrer dans les fondations mêmes de leur forteresse. Le compte à rebours vers la ruine a silencieusement commencé. Chapitre 6. La vague de la mondialisation. L'an 2000. Le monde entier célèbre le passage à un nouveau millénaire avec des feux d'artifice éblouissants, des discours triomphants et des promesses de prospérité infinie portées par l'ouverture des frontières. À Quimper, sous les néons inusables de l'immense usine du Moulin Vert, la vie semble suivre son cours normal. Les lignes de production continuent de tourner avec la même régularité mécanique, les autoclaves crachent leurs vapeurs brûlantes et les milliers de boîtes de conserve défilent sans la moindre interruption. Pourtant, la véritable tempête qui va ravager ce sanctuaire industriel n'annonce pas son arrivée avec des nuages noirs venus de la côte atlantique. Elle arrive par les airs, dans des mallettes en cuir noir, sous la forme d'un contrat de fusion-acquisition. En cette année charnière, l'impensable se produit pour la Bretagne. L'Empire Sopiquet, ce fleuron historique de l'industrie française, ce symbole absolu de la souveraineté alimentaire régionale, est avalé tout cru par un géant étranger. Le groupe italien Bolton, une multinationale tentaculaire, prend le contrôle total de la marque et de ses infrastructures. Pour les ouvrières postées sur les chaînes de tri, la première journée de travail sous ce nouveau pavillon commence exactement de la même manière que la veille. Le poisson a la même texture, les boîtes métalliques résonnent avec le même timbre, le bruit des sertisseuses est tout aussi assourdissant. Mais dans l'ombre des couloirs de la direction, l'âme même de l'entreprise vient d'être vendue et un processus irréversible vient de s'enclencher. Le changement de propriétaire n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est un séisme culturel absolu.
En tant que narrateur, lorsque j'examine les épais dossiers financiers et les mémos confidentiels qui ont scellé cette acquisition titanesque, une observation glaçante me saute immédiatement aux yeux. Dans les centaines de pages de rapports d'audit rédigés par les plus grands cabinets de conseil internationaux, il n'y a pas une seule mention, pas la moindre trace de l'histoire humaine de Quimper. Il n'y a pas un seul mot sur l'héritage sacré des femmes de Cornouailles, pas une ligne sur le transfert de compétences miraculeux des Pennes-Sardins, pas un paragraphe sur les sacrifices des veuves de guerre qui ont tenu cette usine à bout de bras lorsque le pays s'effondrait. L'histoire d'un siècle de labeur est impitoyablement effacée, réduite à une simple ligne de calcul froide et binaire appelée actif industriel. C'est ici que réside la violence la plus pure du capitalisme moderne, une violence sourde qui ne détruit pas avec des bombes ou des canons, mais qui détruit en rendant les êtres humains et leurs souvenirs totalement invisibles dans ses équations de rentabilité. L'arrivée des nouveaux dirigeants marque une rupture brutale avec le passé. Fini les patrons paternalistes qui connaissaient l'histoire des familles locales, qui serraient les mains et comprenaient la fierté de leurs employés. Voici venue l'ère des gestionnaires froids. Des hommes en costumes impeccables arrivant directement de Milan ou de Paris. Ils visitent les ateliers au pas de course, gardant leur distance, pinçant presque le nez face à l'odeur persistante, violente et organique de la saumure. Ils ne regardent pas le savoir-faire exceptionnel des mains bretonnes, ils ne voient que des chronomètres, des coûts de revient, des charges salariales et des marges brutes. La logique qui les anime n'est pas mauvaise en soi. Elle est mathématique, ce qui la rend infiniment plus difficile à combattre. Dans les salles de réunion climatisées, très loin du vacarme de la production, des tableaux croisés dynamiques comparent froidement les salaires des ouvrières de Quimper avec ceux des nouvelles usines émergeant dans les pays en voie de développement. La sentence comptable est sans appel. Pourquoi continuer à payer des ouvrières françaises avec un système de protection sociale solide, des congés payés, des normes de sécurité strictes et des droits syndicaux, alors que la mondialisation naissante permet de délocaliser la souffrance physique? Il est désormais devenu techniquement et financièrement possible de pêcher le poisson dans l'océan Atlantique. De le congeler dans des cales immenses, de l'envoyer à l'autre bout de la planète en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud, est-ce pour être nettoyé par une main-d'œuvre extrêmement bon marché, puis de le rapatrier en Europe par porte-conteneurs sous la même marque historique? L'étiquette Sopiquet restera visuellement identique, les consommateurs français ne verront absolument aucune différence dans les rayons de leur supermarché. Mais l'origine véritable du travail, elle, aura radicalement changé. Pour les analystes du Bolton Group, maintenir en vie une forteresse industrielle aussi massive et coûteuse en plein cœur de la Bretagne devient très vite un luxe économique injustifiable, une anomalie financière béante qu'il faut impérativement corriger pour satisfaire les dividendes attendus par les actionnaires. L'usine, jadis considérée comme la mère nourricière de la ville, est soudainement perçue comme un fardeau, une usine obsolète pesant trop lourd sur les comptes du groupe. Une atmosphère de suspicion, lourde, toxique et suffocante, commence alors à s'infiltrer sous les vastes toits du moulin vert. Le bruit des machines ne suffit plus à couvrir les murmures d'angoisse dans les vestiaires. Les audits internes se multiplient de façon inquiétante. Des consultants externes, munis de chronomètres numériques et de cahiers à spirale, s'installent littéralement dans le dos des ouvrières pour mesurer, décortiquer et évaluer chaque fraction de seconde de leur mouvement. Le message non-verbal imposé par cette surveillance est d'une violence psychologique extrême. Vous n'êtes plus assez rapide, vous n'êtes plus assez rentable pour le nouveau monde. La fierté ouvrière, patiemment construite pendant plus de 100 ans par des générations de femmes fortes, est piétinée sans pitié par l'impératif de compétitivité globale. Les femmes sentent que le sol en béton se dérobe sous leurs bottes en caoutchouc, face à la menace silencieuse de la délocalisation. Elles s'accrochent avec l'énergie du désespoir, travaillant encore plus dur, augmentant leur propre cadence au mépris de leur santé, espérant naïvement prouver à cette direction lointaine que la qualité de leur travail justifie le prix de leur salaire. Mais la rentabilité n'a ni visage, ni sentiment, ni mémoire. Le point culminant de ce chapitre douloureux ne se mesure pas en tonnes de poissons transformés. Il se lit dans le regard vide de celles qui comprennent que la partie est perdue. Un matin gris d'hiver, la direction convoque en urgence les représentants syndicaux dans les bureaux feutrés de l'administration. Le verdict tombe, sec, implacable, irrévocable. Le premier plan de restructuration CAGE est officiellement annoncé par voie de communiqué. Des dizaines de postes sont supprimés de manière directe, sans la moindre possibilité de négociation.
c'est un coup de poignard porté en plein cœur de la communauté. Lorsque la nouvelle glaciale se répand le long des chaînes de production, le choc psychologique est dévastateur. Des femmes d'âge mûr qui ont sacrifié leur jeunesse à l'entreprise, qui ont les mains définitivement déformées par l'arthrite, les poignets ruinés par le syndrome du canal carpien à force de servir Sopiquet, se voient remettre une simple lettre administrative de licenciement. Elles sont brutalement jetées dehors. Non pas parce qu'elles ont commis une faute, non pas parce qu'elles ont mal travaillé, mais tragiquement, simplement parce qu'à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté du globe, une autre femme, encore plus vulnérable, est prête à faire le même geste mécanique pour une misère. La forteresse invincible du Moulin Vert vient de subir sa première brèche fatale. Et toutes les femmes qui restent sur les chaînes de production savent pertinemment, au fond de leurs entrailles glacées, que ce sacrifice n'est pas une mesure de sauvetage, mais bien le commencement d'une interminable agonie. Chapitre 7. Le déclin dans le silence. L'agonie d'un empire industriel ne ressemble pas toujours à un effondrement spectaculaire. Il n'y a pas d'explosion, pas d'incendie, pas de destruction théâtrale sous les caméras des journalistes. La chute de la forteresse de Quimper, sous la direction implacable du groupe Bolton, prend la forme d'une asphyxie lente, méthodique, presque imperceptible de l'extérieur. Les années qui suivent le rachat au début des années 2000 sont marquées par une stratégie de pourrissement délibéré. La direction italienne ne ferme pas l'usine du jour au lendemain, car cela provoquerait un scandale politique et social trop coûteux en termes d'image et de relations publiques. Au lieu de cela, elle choisit la voie la mort à petit feu. Elle coupe simplement l'oxygène financier. Les investissements matériels, autrefois massifs et réguliers pour maintenir le Moulin Vert à la pointe de la technologie mondiale, sont brutalement stoppés. Les machines vieillissent sans pitié. Le métal s'use sous l'effet corrosif et constant du sel et de l'humidité. Les chaînes de production, jadis étincelantes et symboles de l'hyperpuissance régionale, commencent à montrer des signes de fatigue chronique que personne ne vient jamais soulager. Dans les immenses nefs de l'usine, la géographie de l'espace commence à se modifier de manière sinistre. Lorsqu'une sertisseuse tombe définitivement en panne, elle n'est plus réparée. Elle n'est pas non plus remplacée par un modèle plus performant. Les techniciens de maintenance reçoivent l'ordre strict de la débrancher et de la recouvrir d'une bâche en plastique gris. Semaine après semaine, année après année, ces bâches grises se multiplient sur le sol en béton, formant un véritable cimetière de machines silencieuses au cœur même de l'atelier de production. Les espaces vides s'élargissent considérablement. L'écho des voix et des pas commence à résonner étrangement dans des halls autrefois saturés par le vacarme assourdissant de l'activité humaine. En parallèle de cette décomposition matérielle évidente, la direction orchestre une réduction implacable des effectifs. Les départs à la retraite ne sont plus remplacés par de nouvelles embauches. Des plans de départ volontaires, souvent accompagnés de pressions psychologiques insidieuses et de promesses financières illusoires, poussent les ouvriers faire les plus âgés vers la porte de sortie. L'armée invincible des femmes de Cornouailles, cette force vitale qui avait traversé les pires épreuves du XXe siècle, fond comme neige au soleil, dispersée par les vents glacés de la rationalisation comptable. En tant que narrateur, lorsque j'examine en détail les courbes de production et les carnets de commandes de la décennie 2010, une observation suscite en moi une colère profonde, une révolte face à l'injustice flagrante de la situation. On pourrait facilement croire, en écoutant les discours officiels et les justifications économiques de l'époque, que l'usine de Quimper mourait à cause d'une désaffection du public, parce que les consommateurs français avaient soudainement cessé de manger du poisson en conserve. Or, les chiffres prouvent très exactement le contraire. La demande nationale restait exceptionnellement forte et les supermarchés réclamaient toujours plus de marchandises à mettre en rayon. La véritable tragédie réside dans le fait que la mort de Quimper n'était absolument pas le résultat d'un échec commercial, ni d'une baisse de la qualité du travail des ouvrières. C'était une exécution purement administrative et délibérée. Les volumes de production qui garantissaient la survie du site breton étaient sciemment siphonnés, détournés par la direction centrale et réattribués discrètement à de nouvelles usines sous-traitantes situées au Maroc, en Côte d'Ivoire ou aux Seychelles, là où la main-d'œuvre ne coûtait qu'une infime fraction du salaire français. Les femmes de Quimper ne perdaient pas une compétition économique loyale. Elles étaient les victimes impuissantes d'un match truqué par leurs propres dirigeants depuis de lointains bureaux. L'atmosphère à l'intérieur du Moulin Vert devient alors irrespirable, non pas à cause de l'odeur caractéristique de la mer, mais à cause de la certitude absolue et terrifiante de la fin imminente. Les ouvrières restantes errent dans ces espaces immenses,
comme des sentinelles fatiguées gardant les ruines d'un château abandonné par son roi. Elles continuent de trier, de nettoyer, de couper et d'emboîter avec la même rigueur professionnelle, portée par une dignité admirable qui refuse catégoriquement de capituler devant le mépris. Mais la joie de vivre a totalement disparu de l'enceinte de l'usine. Les chants traditionnels et les plaisanteries, qui couvraient autrefois le bruit des moteurs, se sont tus pour toujours. Les rires francs dans les vestiaires ont laissé la place à des silences angoissés, à des regards fuyants et à des chuchotements inquiets concernant l'avenir. Le syndicat local tente désespérément de tirer la sonnette d'alarme. Il interpelle les élus politiques régionaux et nationaux, organise des manifestations déterminées devant les hautes grilles de l'usine, publie des communiqués de presse dénonçant le démantèlement cynique et programmé du fleuron absolu de la Cornouaille. Mais la logique du capital mondialisé est un rouleau compresseur aveugle et sourd qui n'écoute ni les arguments sociaux, ni les larmes, ni les vibrants appels au patriotisme économique. Les décideurs financiers sont installés bien trop loin pour entendre les pleurs d'une région entière qui se voit arracher son cœur industriel. Puis vient le moment fatidique, l'instant de bascule brutale où le silence pesant de l'agonie se transforme en un cri de mort officiel. Le climax de cette longue et douloureuse descente aux enfers se produit lors d'une banale journée de travail, alors que les ouvrières s'affairent sur les dernières lignes encore en activité. Un communiqué officiel, rédigé avec la froideur clinique caractéristique du jargon des grandes affaires, descend directement du siège social de Milan. Il atterrit sur les bureaux de la direction locale avant d'être froidement placardé sur les panneaux d'affichage syndicaux, à la vue de tous. Le texte est bref, laconique, dénué de la moindre trace d'empathie ou de gratitude. Le groupe Bolton annonce la cessation définitive et irrévocable de toutes les opérations de transformation industrielle sur le site de Quimper. Il ne s'agit plus de réduire la voilure ou de réorganiser les équipes, il s'agit de fermer définitivement la forteresse. Le motif invoqué est invariablement le même texte stéréotypé. La nécessité absolue de sauvegarder la compétitivité globale de la marque Sopiquet face à un marché mondial jugé trop agressif. En quelques lignes dactylographiées sur du papier à en-tête, la direction balaie avec mépris plus d'un siècle d'histoire glorieuse. D'efforts monumentaux, de sacrifices humains endurés pendant 2 guerres mondiales et d'un savoir-faire inestimable transmis de mère en fille. L'arrêt de mort de la forteresse des Pensardins est officiellement signé. Il ne reste plus désormais qu'à préparer la ville à affronter le vide immense, laissé par ses propres funérailles industrielles. Chapitre 8. Le son de la faim. Le vendredi 20 décembre 2024 ne se lève pas sur Quimper, il s'abat sur la ville comme une chape de plomb. L'hiver breton est particulièrement cruel cette année-là, enveloppant les rues pavées d'un brouillard épais et d'un froid mordant qui pénètre jusqu'aux os. Mais le froid le plus vif ne vient pas du ciel gris, il émane des hauts murs de l'usine Sopiquet du Moulin Vert. C'est le jour de l'ultime vacation, le tout dernier poste du matin. Les ouvrières, celles qui ont survécu à toutes les purges administratives, arrivent dans la pénombre. Leurs visages sont fermés, leurs regards fixent le sol en béton. Il n'y a plus de mots à échanger, plus de colère à exprimer. Le syndicat a épuisé tous ses recours, les politiciens ont prononcé leur discours d'impuissance, et la presse locale a déjà imprimé ses nécrologies industrielles. Il ne reste plus que le rituel, le geste mécanique qu'il faut accomplir une toute dernière fois avant que le rideau de fer ne tombe définitivement sur 123 ans d'histoire. Elle pointe pour la dernière fois, le bruit du poinçon résonnant comme un glas dans le vestibule désert. À l'intérieur de la grande halle, l'atmosphère est surréaliste, digne d'un vaisseau fantôme dérivant lentement vers un récif. Les néons clignotent avec indifférence au-dessus des rares lignes de production encore en activité. L'immense espace, conçu pour des milliers de travailleurs, n'abrite plus qu'une poignée de silhouettes vêtues de blouses blanches et de bottes en caoutchouc. Elles prennent leur place devant les convoyeurs. Les moteurs s'éveillent, mais leur vrombissement semble hésitant, presque triste. Le ballet commence, mais c'est une danse macabre. Les mains, ces mains de Cornouailles usées par le sel, par l'eau glacée et par des décennies de mouvements répétitifs, exécutent leurs tâches avec une perfection déchirante. Elles vérifient les boîtes, alignent les couvercles, s'assurent que la machine scelle correctement le métal. Même condamnées, même trahies par leur propre direction, ces femmes refusent de bâcler le travail. L'honneur ouvrier est la seule richesse que le groupe Bolton ne peut pas leur confisquer. Elles travaillent dans un silence religieux, uniquement rompu par le cliquetis régulier du fer blanc. En tant que narrateur, lorsque j'écoute les témoignages audio, enregistrés ce jour précis par les journalistes locaux, une observation acoustique me hante profondément. Toute notre vie, on nous enseigne que le silence est synonyme d'apaisement,
de tranquillité, de repos bien mérité après l'effort. Mais le silence qui s'apprête à engloutir l'usine du Moulin Vert n'a absolument rien de paisible. C'est un silence mortuaire, d'une violence inouïe. C'est le vide terrifiant qui succède à l'amputation. Pendant plus d'un siècle, le fracas de cette usine a été le battement de cœur de toute une région. La preuve sonore que la Cornouaille était vivante, qu'elle produisait, qu'elle nourrissait la nation. Éteindre ce bruit, ce n'est pas offrir du repos à la ville, c'est lui arracher les cordes vocales. Ce silence artificiel est imposé par les lois du marché global, porte en lui le poids écrasant des générations sacrifiées et la honte d'une capitulation industrielle totale. Et puis, l'heure fatidique approche. L'horloge murale, avec ses grandes aiguilles noires, égrène les ultimes secondes. Le chef de production, la gorge nouée, marche lentement vers le tableau électrique principal. Il pose sa main tremblante sur le grand levier rouge. À cet instant, tous les regards se tournent vers lui. Les ouvrières suspendent leurs gestes en l'air. Le temps s'arrête. Le grand levier est abaissé. Un claque sec résonne dans le grand hall. Immédiatement, la grande plainte mécanique commence. Les compresseurs géants soupirent une dernière fois, les courroies de transmission ralentissent leur course effrénée, les autoclaves cessent de bouillir. Le son diminue progressivement, passant d'un grondement sourd à un léger sifflement, puis à un cliquetis de métal refroidissant, pour finalement mourir. Le silence total s'installe. Il est lourd, palpable, asphyxiant. Les femmes retirent leurs gants de protection. Les premières larmes, retenues depuis des semaines par la simple force de la fierté, se mettent à couler silencieusement. Elles tombent sur l'acier inoxydable des tables de tri, se mêlant aux dernières gouttes d'huile et d'eau salée. Dans les vestiaires, les gestes sont lents, précautionneux. Elles vident leur casier métallique. Une vieille photographie écornée de collègues disparus, une paire de ciseaux usés, un tablier taché. Elles rangent leur vie entière dans de modestes sacs en plastique. Lorsqu'elles franchissent les hauts portails de fer pour rejoindre le parking balayé par le vent glacial, elles se retournent une dernière fois vers la façade majestueuse. Le logo historique est toujours là, défiant le ciel gris, mais le bâtiment n'est plus qu'une coquille vide, un cercueil de béton destiné aux promoteurs immobiliers. Les lourdes clés tournent dans les cadenas géants. La forteresse des Pennsardins, celle qui avait survécu à 2 guerres mondiales, est tombée. Le dénouement de cette épopée industrielle offre un contraste d'une cruauté insoutenable. Quelques jours plus tard, alors que la France entière s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année, les immenses supermarchés parisiens, lyonnais ou marseillais regorgent de lumière, de musique joyeuse et d'abondance. Dans les rayons impeccablement alignés, des centaines de petites boîtes de conserve portant la marque Sopiquet attendent les clients. Les consommateurs glissent ces produits dans leur caddie, totalement inconscients du drame qui vient de se jouer. Ils achètent une étiquette, un nom familier, ignorant que l'âme de cette marque vient d'être froidement assassinée. Pendant que le pays consomme ces boîtes, désormais remplies par des mains invisibles à l'autre bout du monde, sous des latitudes où le droit du travail n'est qu'une illusion. La forteresse de Quimper, elle, reste plongée dans les ténèbres. Les machines grandioses qui nourrissaient autrefois l'Europe entière se figent inexorablement dans la rouille, dans le froid et dans la poussière. Il ne reste plus que les murs muets, l'écho fantomatique des sertisseuses et l'amère certitude qu'une fidélité séculaire ouvrière a été sacrifiée sur l'autel de la rentabilité sans visage.